Ok, bon. 1.2.3, qu'en pensez-vous? Ici, je pense qu'on va partir sur un petit exercice. Un client concerné a transféré ce qu'il pense être un email frauduleux. Il semble avoir été envoyé par Apollo, mais il ressemble à une tentative de phishing. Ok. D'accord, on voit un petit peu le mail. Ok. Avis de sécurité en... Du coup, en... Attends, comment on dit ça en objet de mail? Donc on voit le destinataire, Apollo, service @apollo.com. Donc ça, honnêtement, les deux là, comme ça, suivi l'un derrière l'autre, je suis pas sûr que ça passe, mais bon, voilà. Date l'heure, à toi, arrobase... Oh oui, ok. Donc, chère Madame Patel, par mesure de précaution, nous avons restreint l'accès à votre compte jusqu'à ce que vous validiez, jusqu'à ce que vous validiez a été modifié. Ok, d'accord, bizarre. Pour éviter d'autres irrégularités d'activité, vous ne pourrez pas accéder à votre compte tant que ce problème n'aura pas été résolu. Point été résolu. Bizarre. Pour corriger les informations de sécurité, cliquez ici ci-dessous pour réactiver votre compte. On a une adresse HTTP. Il est où le S? Pour security, il n'est pas là. 123 contactform.com / contactform Apollo 1 2 3 4 5 6 7 HTML. Ok. Apollo Service Team. Bon. Jetez un œil à l'email. Parmi les propositions suivantes, laquelle indique qu'il s'agit d'un email de phishing. N'oubliez pas que vous avez une chance de gagner de précieux points de défense si vous répondez correctement à cette question. Ok. Alors, sélectionnez 4 bonnes réponses, puis envoyez. Alors, on a déjà, bon, du coup, clairement, on a l'adresse mail, donc service suivi d'un Apollo. Ça, je suis pas sûr que ça passe, mais voilà. Service, ok, non. Ça, je pense que ça passe pas. Ok, Polo, d'accord, nom du destinataire, Polo, enfin P, ok, donc avec ça, là, ça va. On a la langue et l'orthographe et la grammaire, clairement, enfin, je pensais que c'était moi qui savais pas lire, donc, je dis quand même un minimum, on n'est pas à ça près, mais voilà. Je pense quand même qu'il y avait quelques erreurs. Ouais, on a effectivement l'URL du lien. On a effectivement l'URL du lien qui est un petit peu bizarre parce qu'il est même pas, c'est un lien qui n'est pas sécurisé. Et du coup, quelle est la 4e réponse? On a le graphique, donc graphiquement, et le nom du client. D'accord? Le nom du client, c'est le nom, j'imagine, de la personne qui l'a envoyé, il me semble. Donc ici, Polo, d'accord, Polo. Alors que ça devrait être normalement Apollo. Ok, très bien. Et au niveau du graphique, enfin voilà, je pense que c'est un mail un peu classique qu'on pourrait recevoir. Même les graphismes, ils sont pas pourris, il n'y a pas le logo de la société. Après, je sais pas vous, ici pour l'exercice, c'était Apollo, c'était fictif, donc voilà. Moi, je mettrais plus le nom du client. Je mettrais ces 4 là. D'accord. Bon, voilà, je peux peut-être me tromper entre ces 2 là, mais voilà. Oh, c'est pas correct. Alors, n'oubliez pas que les hackers utilisent de nombreuses techniques pour tenter de paraître légitimes, qui vous a incité à leur communiquer des informations personnelles, mais regardez de plus près l'email en accordant une attention particulière aux éléments suivants: le domaine de l'expédition, le lien, l'URL, langage d'orthographe et les graphismes. Ok. Revenons en arrière et réinitialiser, réessayer. Donc à mon avis, oui, c'était pas le nom du client, mais c'était... Attends, comment je fais Je vais réinitialiser. On a l'URL du lien qui est pas bon, la langue d'orthographe, l'adresse email, il me semble. Enfin, je dirais, ouais, on a parlé d'adresse email. Et les graphismes. Ok, mais je pense sélectionner que 4. Donc du coup, si je fais ça... Là, on est bon. Bon, on n'a pas gagné de points. Mais bon. Exact. Bon, on apprend des choses.
Exact, vous savez exactement ce qu'il faut surveiller et vous avez gagné. Ah si, on a quand même gagné des points. Bien, bien, nice, nice. Thank you very much. Bravo. Donc, un exemple plus approfondi relevé. Le nom de domaine de la messagerie de l'expéditeur est mal orthographié. Donc ça, c'est ce qu'on avait dit. L'URL du lien ne pointe pas vers le site web Apollo. En plus, c'est un lien non sécurisé, donc c'est OK. Langage d'orthographe laisse à désirer et les graphismes pixelisés de faible qualité. Les emails de phishing sont parfois difficiles à détecter. Par exemple, ils s'adressent souvent à votre nom pour sembler légitimes, mais les hackers peuvent facilement trouver ces informations-là sur Internet. Et surtout, si on donne, si on a un nom d'utilisateur qui contient nom, prénom, c'est une information qui peut directement être trouvable. Il est donc important de rester vigilant et de réfléchir avant de cliquer. Donc, tac, on a fini, on est bon, on a gagné quelques points, c'est pas mal. On pourra avoir une peluche après. Donc voilà, ici c'est bon, donc afficher commentaires, oui, je ferme et je passe à la suite 1.2.4. Est-ce réel? Ok. Oui, le phishing est très courant et fonctionne souvent. D'accord. Par exemple, en août 2020, une marque d'élite de jeu Razer a subi une violation de données qui a relevé les informations personnelles d'environ 100 000 clients. T'imagines 100 000 personnes, tu vois, les informations personnelles de 100 000 personnes. Et je suis sûr et certain que dans les 100 000, on a au moins un peu plus de la moitié, hein, genre 80 000, qui sont pas, qui sont pas éduqués à ce genre de choses. Donc chose à faire. Un consultant en sécurité a découvert qu'un cluster cloud, donc un groupe de services liés fournissant le stockage de données, les bases de données, les réseaux et les logiciels via Internet, était mal configuré et exposait un segment de l'infrastructure Razer à l'Internet public, entraînant une fuite des données. Il a fallu plus de 3 semaines à Razer pour protéger l'instance cloud contre l'accès public. Période pendant laquelle les cybercriminels, j'imagine qu'ils se sont servis. Hein. Ils ont eu accès à des informations sur les clients qui auraient pu être utilisées dans des attaques par ingénierie sociale et des fraudes, comme celle que vous venez de découvrir. Les entreprises doivent donc adopter une approche proactive de la sécurité du cloud pour s'assurer que les données sensibles sont sécurisées. Ok, tout est dit, tout est dit. Soit là parce qu'à force de parler là. Protection des données, faire ma bouteille, j'ai des fuites. Rien à voir, mais ça passe. Voilà, tout est dit. 1.1.2, violation de sécurité de données. Alors, les conséquences d'une faille de sécurité des données sont graves, mais elles sont de plus en plus courantes. Sélectionnez les images pour en savoir plus sur 2 exemples bien connus. Exemples bien connus, j'en sais, moi je vois une caméra, je vois un téléphone, pour moi c'est de l'IoT. Violation de sécurité de données. Ah ouais, à mon avis, ça doit être les paramètres par défaut des constructeurs. Généralement, c'est des constructeurs étrangers et ils mettent souvent des paramètres de sécurité réseau par défaut. Et Equifax, on sait rien, donc on va voir ça maintenant. Donc, le botnet Persirail, en 2017, un botnet de l'Internet des objets IoT, Persirail, a ciblé plus de 1000 modèles différents de caméras IP, Internet Protocol, accédant au port ouvert pour injecter une commande qui force les caméras à se connecter à un site qui leur faisait installer un malware. D'accord ? Une fois que le malware était téléchargé et exécuté, il se supprimait et pouvait donc s'exécuter dans la mémoire pour éviter d'être détecté. Là, ça part en backdoor. Okay ? Alors, ensuite, plus de 122 000 de ces caméras de différents fabricants ont été piratées et utilisées pour mener des attaques de déni de service distribuées. Donc, des DOS, déni de service.
on touche là, il me semble, à la disponibilité. Ah ouais. Donc, il y a un lien. Il faut savoir faire un lien. D'accord. Faut savoir lier les choses. D'accord. Parce que sinon, ça marche pas. On est là pour apprendre. D'accord. Donc, il faut faire les connexions. D'accord. Par exemple, DOS, disponibilité. Ok. Du coup, blablabla. Une attaque des DOS se produit lorsque plusieurs périphériques infectés par des malwares inondent les ressources d'un système ciblé. Donc l'IoT connecte de plus en plus d'équipements, créant de plus en plus d'opportunités d'attaque pour les cybercriminels. Ok, très bien, nice. Et nous avons Equifax Inc. Donc en septembre 2017, Equifax, une agence d'évaluation du crédit à la consommation aux États-Unis, a annoncé publiquement une violation de données. D'accord ? Des hackers ont pu exploiter une vulnérabilité de son application web pour accéder aux données personnelles sensibles de millions de clients. D'accord ? En réponse à cette faille, Equifax a créé un site web dédié qui a permis aux clients d'Equifax de déterminer si leurs informations étaient compromises. Cependant, en utilisant un nouveau nom de domaine à la place d'un sous-domaine, donc d'Equifax.com, les cybercriminels ont pu créer des sites web non autorisés avec des noms similaires. Ces sites web étaient utilisés pour inciter les clients à fournir des informations personnelles. Tu vois, donc c'est vraiment le serpent qui se mord la queue. Tu vois. Ok, on publie. Allez, on va faire un communiqué pour dire qu'on s'est fait hacker. On va créer un site web pour voir, pour que les utilisateurs puissent voir si leurs données sont hackées. Nous, les hackers, derrière, on met un site web pour que les utilisateurs puissent recréer encore des données. Enfin, du coup, c'est un vrai bordel, tu vois. Du coup, les hackers pouvaient utiliser ces informations pour usurper l'identité d'un client. Dans de tels cas, il serait très difficile pour le client de prouver le contraire. Donc le client prouve le contraire, étant donné que le hacker a également accédé à ses informations personnelles. Donc voilà, la boucle est bouclée. Ciao. Nickel, très très beaux exemples, hein. Très beaux exemples. Alors bon, qu'est-ce que tu nous racontes de beau là maintenant? Alors si vous êtes confronté à une situation similaire, vérifiez rapidement si vos données ont été compromises afin de minimiser l'impact. Lors de crise, vous pourriez vous faire avoir et être dirigé vers des sites non autorisés. Pour se prémunir de ces situations, le mieux à faire est de rester vigilant lorsque vous partagez des informations personnelles identifiables sur Internet. Signalez immédiatement toute fausse information, comme des demandes de crédit que vous n'avez pas formulées ou des achats débités de votre compte que vous n'avez pas effectués. C'était le conseil du jour. Nickel. Nickel, on avance plutôt bien là. Hein. Alors, conséquences d'une brèche dans la sécurité. Alors, ces exemples montrent les conséquences potentielles d'une faille de sécurité. D'une faille de sécurité peuvent être graves. À mon avis, ce truc-là, c'est un peu la traduction de l'anglais. À moins que ce soit une formation de phishing. Un truc complètement improbable. Ouais, donc sélectionnez les en-têtes pour obtenir un résumé de ces impacts. Alors, les dommages sur la réputation, très mauvais ça. Une faille de sécurité peut avoir un impact négatif à long terme sur la responsabilité sur la réputation d'une entreprise qui a mis des années à se construire. Les clients, en particulier ceux qui ont été affectés par la faille, doivent en être informés et peuvent demander une indemnisation et ou se tourner vers un concurrent qui lui sera beaucoup plus fiable et sécurisé. Les employés peuvent également choisir de partir en raison d'un scandale, tout simplement. Nous ne voulons pas être associés, du coup, à une entreprise qui désigne sur les moyens de sécurité. Selon la gravité d'une faille, la restauration de la réputation d'une entreprise peut prendre beaucoup de temps, des années.
Ok, très bien. Donc, dommage sur la réputation. Peut-être une conséquence à une faille de sécurité. On a le vandalisme, d'accord? Un hacker ou un groupe de hackers peuvent vandaliser le site web d'une entreprise en publiant de fausses informations. Ils peuvent même apporter quelques modifications mineures au numéro de téléphone ou à l'adresse de votre entreprise, ce qui peut être plus difficile à détecter, d'accord? Dans les deux cas, le vandalisme en ligne peut dépeindre un manque de professionnalisme et avoir un impact négatif sur la réputation et la crédibilité de votre entreprise. Deuxième conséquence. Troisième conséquence, le vol. Une violation de données implique souvent un incident au cours duquel des données personnelles sensibles ont été volées. Les cybercriminels peuvent rendre ces informations-là publiques ou les exploiter pour voler l'argent et ou l'identité d'une personne. Le vol. C'est pas bien. Perte de revenus. Alors, l'impact financier d'une faille de sécurité peut être dévastateur. Par exemple, les hackers peuvent fermer le site web d'une entreprise, disponibilité, empêchant les actions commerciales en ligne. La perte de toutes ces informations peuvent entraver la croissance et l'expansion de l'entreprise. Elle peut nécessiter des investissements supplémentaires dans l'infrastructure de sécurité de l'entreprise. Et n'oublions pas que les entreprises s'exposent à la lourde amende ou sanction si elles ne protègent pas les données en ligne. Et la dernière conséquence, une des dernières conséquences, parce que je pense qu'il y en a plus quand même, la propriété intellectuelle endommagée. Ok. Hop là. Une faille de sécurité peut également avoir un impact dévastateur sur la compétitivité d'une entreprise, en particulier si les hackers parviennent à mettre la main sur des documents confidentiels, des secrets commerciaux ou la propriété intellectuelle, comme on l'a vu un peu plus tôt. Donc voilà. C'était un petit peu 1, 2, 3, 5. Ouais, c'était un petit peu les 5 conséquences potentielles d'une faille de sécurité, en tout cas au sein d'une entreprise. Et le petit mot de fin, malgré les meilleures intentions du monde et toutes les mesures de protection que vous pouvez mettre en place, il est impossible de protéger les entreprises contre toutes les cyberattaques. C'est voilà. Puis eux, s'ils disent que c'est impossible, c'est que c'est impossible. Parce que, bon, en gros, les hackers trouveront toujours un moyen de trouver une faille. C'est comme ça. Les cybercriminels trouvent constamment de nouveaux moyens d'attaquer et finissent par réussir. Dans ce cas, il appartiendra aux professionnels de la cybersécurité, donc toi, moi et les autres, de réagir rapidement pour minimiser l'impact. Voilà. Je pense que c'était un très très beau mot de fin. On en a fini ici pour le sous-module 1 en 2, donc les données d'entreprise. Et on continuera cette série de vidéos la prochaine fois. On verra, on s'attaquera aux données volées. Ça va? C'est fini. On se voit du coup pour la suite de la vidéo.